Get Busy, saison 2, épisode 4, l'épisode 4 épices, l'épisode 4 roues motrices, mais surtout l'épisode des 4 fantastiques, avec évidemment celui qui préside, celui qui dirige, celui qui est à la fois les frères Duke, l'oncle Jess et même Daisy. Cher, comment ça va, Cher? Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien. Ancien enfant star, devenu numéro 1 dans le cœur des Français, le Messi du Mekong, free worker. Bonjour messieurs. Ça va bien? Bonjour Daisy. Et puis évidemment un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même, parce qu'en fait avec notre invité, tout a commencé par une méprise, comme trop souvent. La semaine dernière, Cher m'envoie un texto expéditif, prochain invité Get Busy, Dé Dufresne. Dans la foulée, je le rappelle pour lui dire, mais mec, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Diane Dufresne? En plus, j'ai jamais pu blairer Starmania, donc ton émission Luc Plamondon, tu vas la faire tout seul. Je passerai les détails de la tirade pleine d'insultes que Cher m'a servi, mais globalement, les deux choses à retenir étaient que 1, l'état de mes capacités intellectuelles le préoccupait fortement, et que 2, il ne s'agissait pas de Diane Dufresne, mais de David Dufresne. Ah ouais. Du coup, ça devenait logique, parce que notre invité est quand même celui à qui l'on doit Yo Révolution Rap, le premier livre français sur le sujet, qui plus est écrit par quelqu'un de complètement étranger au milieu. Mais pourtant, le résumé à ce seul livre de référence serait une erreur. Pionnier dans le domaine du fanzine, journaliste rock, notre invité a aussi un peu trempé dans le business de la musique avant de devenir plus sérieux et de rejoindre la rédaction de Libération, puis celle d'ITélé, et enfin de participer à la création de Mediapart. Désormais journaliste indépendant, c'est un peu comme remonter les chutes du Niagara à la brasse, notre invité a écrit des livres, mais aussi fait des documentaires dans l'enfer des michetons, des prisons et du pétrole. Beaucoup d'activités donc, mais depuis des années une passion qui peut faire très très mal aux yeux, surveiller la police, ses agissements et surtout ses dérapages. Dans les bandes réfléchissantes des Gilets jaunes, il a commencé à recenser sur son compte Twitter les bavures policières pour finalement en tirer dernière sommation, un roman comme on dit basé sur des faits réels, mais pour lequel on ne peut pas garantir que personne n'ait été blessé ou maltraité. Pas besoin de foutre son gilet pare-balles puisqu'il court plus vite que les balles, David Dufresne est l'invité de Get Busy. Merci beaucoup. Vous avez oublié un truc. Tu peux me dire tu? Tu as oublié un truc. Le truc qui fait que je suis ici. Le jour. Ce monsieur Cher. Il te doit de l'argent. Ah oui, mais un paquet. Mais ce qu'il n'a jamais dit, c'est que moi, je faisais la maquette de son fanzine. Get Busy. Je l'ai toujours dit. Ouais, t'as mis 10 ans à le mettre. Voilà. C'est la raison de ma présence ici. Comme Kouchen, voilà. Get Busy lui doivent tout à lui, alors je ne peux pas citer ton nom. Tu comprends? Donc voilà. Donc effectivement, c'est connu à cette époque où tu préparais ce livre, Yo Révolution Rap. Ouais, absolument. Tu voler de l'argent du rap. Donc voilà, et à l'époque, tu avais un fanzine. Ouais. Je n'allais pas dire de musique rock, de culture rock, ouais. Qui s'appelait Combo. Voilà. Et en fait, je découvre, donc là on est en 89, et je découvre le rap par KRS-One, qu'on va mettre en couverture de Combo. Donc Combo, c'était le fanzine en question. Et là, c'est le schisme dans le monde du rock en France, parce que qu'est-ce que c'est que ce noir en couverture d'un fanzine rock, etc. Et c'est ce qui va nous donner, avec mon pote Yannick Bourg, l'idée de faire un hors-série sur Combo, sur le rap. Et en fait, on n'a plus d'argent. Et j'ai écrit 1 ou 2 millions de signes, et ça deviendra en fait le bouquin que tu as présenté, Yo Révolution Rap, qui effectivement, à l'époque, il n'y avait jamais eu de livre en français sur le rap. À part des livres de sociologues sur... Georges Lapassade. Hulk Bazin, des gens comme ça. Quoi. Voilà. Ouais. Très cher. Quoi. Et donc, je rencontre Cher au Free Time des Halles. Il mendiait, non? Comment? Il mendiait? Non, il a toujours été très fier. Mais il était très fort. Il était très fort pour faire travailler, pour exploiter les autres. Donc, non, il a toujours été au-dessus de la mêlée. Et donc, ça a été une histoire d'amour, on peut le dire, entre nous deux. En tout bien, tout honneur, mais une histoire d'amour. Mais effectivement, on peut rappeler aussi qu'avant, tu as travaillé à Bondage, le label principal du rock alternatif. Ouais. Et qu'il y a au début du hip-hop, quand le hip-hop a vraiment commencé à sortir des disques, on va dire, il y a eu quand même des interconnexions entre le monde du rock alternatif et puis les balbutiements du rap sur disque. Oui, absolument. Et quel était ton rôle à Bondage? Moi, à Bondage, Bondage, c'était donc le label, le groupe le plus connu, c'est les Berruriers Noirs, il y avait les Satellites, les VRP, Ludwig 2088. À Bondage, on faisait tout du sol au plafond, donc on faisait les pochettes, on s'occupait de distribuer, enfin c'était tout un monde. J'avais un sous-label de rock garage, qui est le rock garage, c'est les groupes des années 60. Moi, je croyais que tous les groupes de rock répétaient dans un garage. C'est la base. Okay. Ceux qui ne répètent pas dans un garage ne sont pas rock. Parce que les rockers étaient tous des fils de petits blancs qui avaient des pavillons avec un garage. C'est ça. Alors, oui, vas-y. Et donc tu disais que il y avait ce côté quand même qui nous manquait à nous, que vous étiez déjà assez organisé quand même
dans l'underground? Ben, le rock alternatif, c'était ça. C'était alternatif, ça voulait dire proposer un autre mode de fonctionnement. Donc, c'était les fanzines. Ben, ça, c'est ce que toi, tu faisais dans le rap. C'était les disquaires. C'était les tourneurs. C'était les salles de concert qui s'organisaient petit à petit, effectivement. Donc, il y avait tout un réseau qui n'existait pas dans le rap encore. Qui n'existait pas dans le rap. Et qui n'a jamais vraiment existé complètement. Je crois pas. Voilà. Je crois pas. Voilà, qui est directement hérité du mouvement punk, du do it yourself, on ne demande pas l'autorisation, on fait quoi. C'était ça l'idée maîtresse quoi. Bah, moi je propose qu'on écoute les Berruriers Noirs justement. Ouais. Ton choix. Un bien beau morceau de poésie, j'ai envie de dire. Alors là, il y a plusieurs choses à raconter. D'abord, le groupe va exploser en 86. 86, c'est la loi de Vaquet, c'est la mort de Malik Oussekine. Et aujourd'hui même, où on enregistre l'émission, c'est la date anniversaire de la mort de Malik Oussekine, cet étudiant frappé à mort par les policiers dans le quartier latin. Et les Berus jouent souvent dans les manifestations sur le camion. Le deuxième truc, c'est qu'à à Nantes, la mort de Steve, le 21 juin 2019, cette année, fête de la musique, sur les quais de la Loire, on sait aujourd'hui que les policiers veulent arrêter les DJ et que tous les DJ arrêtent, sauf un qui relance un morceau, et c'est ce morceau qu'il met, Porcherie. Donc c'était en hommage à Steve que je voulais écouter ça. Après, il y a le troisième truc que je voulais vous raconter rapidement, c'est évidemment ce que les Berus chantaient, c'est-à-dire la jeunesse emmerde le Front National, et là on mesure l'évolution de la société, parce que quand ils chantent ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, une partie de la jeunesse vote Front National. Et là, je pense qu'on a une responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a loupé, quoi. Voilà. Y compris le rap. Justement, le Your Evolution Rap dont on parlait tout à l'heure, ouais. Avant le clip, c'était quand même un bouquin déjà pour l'époque assez complet, puisque tu explorais la scène américaine, anglaise, oui. Avec Gunshot, avec Hijack, dont on n'entendait pas beaucoup parler à l'époque, c'était vraiment pointu. Et puis aussi la scène française underground, où tu as vraiment rencontré une bonne partie des groupes qui, quelques-uns, n'avaient rien signé encore, rien sorti. Alors, la partie française, elle a été en partie délestée à l'équipe de Get Busy, mais c'est vrai qu'en fait, parce que le bouquin il sort en 90, donc en réalité, NTM, IAM viennent de sortir. Enfin, ça fait peu de temps qu'ils ont éclos. Assassin, je ne sais pas où ils en sont. Ils ont dû faire un maxi. IAM, je me demande même s'ils ont sorti autre chose qu'une cassette. Donc effectivement, ils sont là. Mais ce qui est assez fou, c'est que les groupes qui vont marquer la décennie 90 sont déjà là, en fait, en 89-90, quand on rédige le bouquin. Alors très tôt, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce... Comme on l'a dit, il y a eu des collisions au début entre le milieu du rock alternatif et le rap. Et très tôt, il y a eu aussi un divorce un peu idéologique. Ouais. Justement, le rock alternatif trouvait que le rap était trop mercantile, trop... En fait, c'était ça, c'est-à-dire que les rappeurs ne voulaient pas changer le monde, ils voulaient juste en faire partie, quoi. Oui, je pense que tu as raison. D'ailleurs, à la limite, le titre du livre Révolution Rap, c'est un peu le malentendu. C'est-à-dire que moi, je viens... Alors, Révolution Rap, en fait, c'est un morceau de Clash qui est en fait une reprise d'un truc de Rocksteady. Et donc, pour moi, c'était ça. C'était l'idée que la musique n'a d'intérêt que, comme disait Woody Guthrie, si elle tue les fascistes, quoi. Et effectivement, dans le rap, il y avait ce qu'on appelait à l'époque le rap conscientisé, politisé. Aujourd'hui, ça paraît un peu ridicule de dire ça, mais enfin, à l'époque, c'était très fort. Moi, c'était plutôt celui-là qui m'intéressait. Public Enemy, si c'est Public Enemy en couverture, c'est pas pour rien. Et effectivement, tu avais dans le rock alternatif une idée plus marxisante du monde que dans le rap. Et le groupe symbolique de ça, pour moi, c'est les NTM. C'est-à-dire à la fois des gens qui racontent le monde, qui le décrivent de manière extraordinaire, mais qui ne sont pas forcément là pour le changer, qui peuvent chanter Police comme ils peuvent chanter ma Benz. Tu voyais pas ça dans le rock alternatif. Mais pourtant, une de leurs chansons, c'est quand même Demain nous appartient. Enfin, une de leurs paroles. Le monde de demain. Donc c'était Le monde de demain, pardon. Donc c'était c'était quand même. Enfin, il y avait une ambition, si je peux dire. Oui, non, il y avait une ambition, et puis il y avait surtout... Une ambition et une utopie. Et une utopie, mais moi, c'est ça que j'aime.
Moi, c'est ça que je trouvais formidable, mais vraiment bouleversant dans ce groupe. C'était l'idée que tout d'un coup, une parole jaillissait et qui était pas du tout... parce que jusqu'alors, l'image du rap, en France, c'était quand même à chipper, à choper. C'est-à-dire que c'était 5 ou 6 ans avant, pour le grand public, j'entends. Et nous, on n'en pouvait plus de cette image de ciné et tout ça. Voilà. Et alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu es sur vraiment l'actualité avec le Allô, Place Beauvau. C'est pour un signalement. Voilà, qui fait ta célébrité d'aujourd'hui, on va dire. Et donc, déjà, tu avais le titre d'NTM Police qui t'a valu une certaine expérience quand même. Ouais, alors ça c'est assez rigolo parce que à l'époque, après la sortie du bouquin, je trahis, je vais... mon premier travail professionnel en tant que journaliste, c'est dans un journal rock, ce qui me vaudra pendant des années le colibé de ce monsieur. Dans Best. Dans Best, absolument. Et Best me demande de suivre les NTM, ce que je fais avec grand plaisir. On va les mettre en couverture. C'est la première fois qu'un journal rock met en couverture un groupe de rap. Et en fait... il y a un petit souci, c'est que ce jour-là, le groupe devait jouer à Angoulême, et c'est la grève des trains. Une grève monumentale, etc. Et le train met du retard à arriver, je la fais vite. Quand le train arrive, tout le monde se précipite. Et là, il y a DJS qui pose ses disques sur la banquette, et un monsieur... qu'à l'époque je considérais comme vieux, c'est-à-dire qu'il a un bon âge d'aujourd'hui, s'assoit de manière ostensible sur les disques de DJS, et là, ça part un peu en cacahuète. Les policiers arrivent, le monsieur s'excuse, mais un des policiers reconnaît Joey et Cool Chain, qui venaient de passer 2-3 jours avant, à Nulle part ailleurs, émission phare de l'époque de Canal+. Et un des policiers s'adresse à Joey, qui ne fait pas du tout partie d'ailleurs de la bagarre, et il lui dit, est-ce que c'est vous qui avez dit qu'on avait des têtes de gorée ? Et Joey dit oui. Et là, on se retrouve effectivement 4 heures en garde à vue au commissariat du 14e arrondissement, où les NTM me chantent, j'ai la cassette quelque part, a cappella, un morceau qui n'est pas encore sorti et qui s'appelle Police. Alors, dans la vie de chacun, il y a toujours un événement marquant qui influe sur le reste de notre vie. Oui. Et toi, je me souviens que tu m'as raconté un truc qui t'avait vraiment traumatisé, c'est qu'un jour, lors d'un contrôle de police, alors que tu n'avais rien fait, un contrôle banal, le policier a déchiré ta carte d'identité sous tes yeux. Oui, absolument. Est-ce que tout vient pas de là ? Il ferait moins le malin maintenant. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelques moments comme ça dans ma vie où j'ai vu l'abus de pouvoir, l'abus de pouvoir policier. Et ça, c'est... alors, le plus marquant, c'est la mort de Malik Oussekine, puisque moi, je manifeste, je suis pas rue Monsieur le Prince, mais 2 rues à côté, je ne sais pas ce qui se passe. Je le comprendrai le lendemain matin en écoutant la radio. Donc effectivement, c'est des moments de bascule. Et je revois plus tard ce policier qui déchire ma carte. Ça me fait penser à ces policiers qui ont déchiré les conventions de stage de ces lycéens de Mantes-la-Jolie, arrêtés, agenouillés, entravés en décembre 2018, qui se retrouvent dans le commissariat et un policier déchire une convention de stage à un jeune en disant « de toute façon, tu n'en as pas besoin ». Je veux dire, ça vous marque à vie, ces choses-là, quoi. Comment tu as réagi sur le coup plutôt surpris ou directement ça t'a confirmé tes convictions naissantes à l'époque ? Sur la police, si tu veux, moi je suis basique. Je suis 1789, Déclaration des droits de l'homme, institution d'une force publique qui est au service de tous et non pas de l'intérêt particulier de ceux qu'elle servent. C'est tout. Donc à partir de... Moi, il me semble qu'en 1789, les mecs qui ont écrit et les dames qui ont écrit la déclaration, ils ont quand même mis du cœur quand même dans cette chose-là. Ils n'avaient pas pensé au flashball et aux grenades lacrymogènes. En 89. Si, en fait, si tu regardes bien, c'est ce que ça veut dire, une force publique. Une force publique, ça veut dire qu'elle est au service du public et que tout le monde doit pouvoir la regarder, tout le monde doit pouvoir l'observer. Et donc, toutes ces histoires-là, ces anecdotes ou ces drames cumulés font qu'à un moment donné, effectivement, observer, surveiller les surveillants devient... une nécessité. Une nécessité. Alors, tout à l'heure, tu parlais de ce glissement de la société, où à l'époque, toute la jeunesse emmerdait le Front National et aujourd'hui, c'est moins clair. Et quand tu parlais de Malik Oussekine, il s'en est suivi une manifestation qui a mobilisé énormément de gens. Absolument. Parce que même moi, je me souviens, j'avais été au manif de Vaquet, le jour où Malik Oussekine a été
tués. Et c'est vraiment un événement fondateur et marquant pour notre génération. Absolument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un tel événement suscite très peu de mobilisation. Oui, la mort de Zineb Redouane, je rappelle cette dame de 80 ans à Marseille qui meurt des suites d'un choc opératoire, c'est le terme officiel, parce qu'elle a reçu des grenades lacrymogènes en fermant ses volets. Début décembre 2018, à Marseille, elle est à un étage, elle ferme ses volets, elle reçoit des grenades lacrymogènes, elle est hospitalisée d'urgence, elle meurt à l'hôpital, il n'y a quasiment personne dans la rue. Steve, dont on parlait tout à l'heure, noyé dans la Loire parce qu'il fuit une charge de police absolument ahurissante en roue libre, il n'y a pas grand monde dans la rue. Donc effectivement, là, il y a quelque chose, il y a un glissement de la société qui est terrible. Cela dit, on voit réapparaître une forme de conscience qui existait dans les années 90, par exemple avec le MIB, qu'on voit réapparaître avec des comités comme le comité Adama, comme le collectif Désarmons-les, comme des collectifs d'observation, des observatoires de pratiques policières avec la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, la grande victoire, c'est que BFM, même BFM, ne met plus de guillemets à violence policière. C'est-à-dire que, ça y est, c'est dans l'actualité, ça existe. Mais c'est vrai que ça ne suscite pas les foules. C'est vrai. Mais pour quelle raison, d'après toi? Est-ce que parce que il y en a de plus en plus, ceux qui sont médiatisés, de plus en plus, donc ça se noie un petit peu? Ou est-ce que c'est vraiment les gens qui ne réagissent plus? Comment tu le vois ça? C'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Globalement, depuis les années 80-84 et le congrès de Villepinte, qui était le congrès du PS, qui vire sa cutie en disant finalement la sécurité devient un enjeu prioritaire, donc en fait qui suit le Front National, si tu veux, pour des raisons électorales. Depuis le milieu des années 80, la sécurité, ou la prétendue sécurité, parce qu'il faudrait vraiment réfléchir sur ces questions-là, est devenue tellement centrale médiatiquement et politiquement qu'en fait, elle annule. Elle rend suspect tous les gens qui se battent pour les libertés individuelles, pour les libertés collectives, pour les libertés d'aller et venir, etc. C'est d'ailleurs une tactique que lorsque quelqu'un, que ce soit un lanceur d'alerte ou quelqu'un qui est victime d'une violence policière, par exemple, on cherche tout de suite à le salir, cette personne, pour minimiser son impact. Oui, à décrédibiliser, à salir, etc. Et alors, ce qu'on a vu, par exemple, avec les Gilets jaunes, c'est que des gens qui sont ce qu'on appelle des primo-manifestants, qui jusqu'ici n'avaient rien à redire sur l'ordre, sur les forces de l'ordre, et qui étaient plutôt, très favorables, certains ont complètement changé d'avis. Et ce matin même, Didier Morvan, Éric Morvan, le grand patron de la police nationale sur France Inter, a expliqué de manière un peu benoîte que la question de la légitimité de l'usage de la force était aujourd'hui remise en question. Donc, si le grand patron de la police, sur la plus grande station de radio, reconnaît qu'il y a cette question qui est posée, c'est qu'il y a quand même une avancée. Mais on n'a pas de relais politique là-dessus. On a très peu les relais médiatiques sont extrêmement compliqués. C'est-à-dire que pour percer le plafond de verre, il a fallu y aller quand même à haute dose, avec le travail de plusieurs années de certains collectifs dans l'indifférence la plus générale. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que la critique, elle n'est pas venue de l'intérieur, elle est venue de l'extérieur, de ces dangereux gauchistes que sont Parlement européen, Conseil de l'Europe, ONU, qui ont, en février et mars de cette année... Parfois même de la presse étrangère. Et parfois de la presse étrangère. Mais les voix intérieures ont été assez rares. Avant de revenir sur tout ça, on va écouter un de tes choix aussi, justement, NTM. Police, machine de cervelet, mandaté par la justice sur laquelle je pisse. Mandaté par la justice sur laquelle je pisse. Toujours sur le thème de la poésie, avec Police. Ah mais attention, monsieur. Je tiens Didier Morville, Joey Starr, pour le plus grand poète de ces 50 dernières années. Mais réellement, enfin, je veux dire, c'est... À mon avis, tu t'es pris un flashball dans la tête, mais bon, c'est pas grave. Je voulais en revenir à ce que tu disais, justement, quand tu parlais, parce qu'on a fait beaucoup une différenciation de l'impact des bavures policières suivant le type de population. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qui se dit beaucoup, c'est-à-dire qu'avant, ça touchait que la banlieue. Ouais. Le flashball, les flics eux-mêmes le disent, ça fait des années que c'est utilisé en banlieue. Ouais. Là, c'est les Gilets jaunes, c'est la France profonde, ce qu'on a, entre guillemets, la France blanche. Mm-hmm.
Et quand tu parlais de tous les collectifs que tu as cités, le MIP, tout ça, c'est des collectifs qui sont nés en banlieue. Absolument. Du rapport entre la police et majoritairement les jeunes ou les populations de banlieue et les populations immigrées en majorité. Absolument. Pas uniquement, mais là, on rentre dans autre chose avec les Gilets jaunes. Et justement, beaucoup de gens disent on s'en offusque maintenant parce que ça touche les petits blancs, entre guillemets. Mais toi, tu avais déjà traité, par exemple, les émeutes de 2005. Absolument, bien sûr. Voilà. Bah, pour une raison... Et tu as même invoqué ça comme ton départ de France. Oui, parce qu'il se trouve qu'en 2005... moi, j'aime beaucoup le rapport des renseignements généraux, de la Direction centrale des renseignements généraux, qui avait parlé de soulèvement populaire des quartiers. C'est-à-dire que les renseignements généraux avaient donné une vision extrêmement politique de ce qui s'était passé en octobre-novembre 2005, c'est-à-dire des émeutes, non pas des violences urbaines, mais des émeutes sociales, une révolte sociale. Parce que ça, c'est vraiment le terme à la con, absolu, urbaine. Les émeutes urbaines, comme il y a le mobilier urbain et les transports urbains. Non, c'est pas à la con. C'est un peu ce que tu disais. C'est-à-dire, c'est une façon de dévitaliser, de dire, d'enlever l'aspect politique des choses pour ne le mettre que sur l'aspect de la délinquance, en disant c'est de la délinquance. Non, c'est de la délinquance. Péter un abribus. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut aussi être un signe. Ça peut être aussi qu'on soit d'accord ou non, qu'on trouve ça efficace ou non. Ça veut dire peut-être autre chose. Et effectivement, moi, en 2005, j'habite Saint-Denis. Donc je vois... La gentrification, tout ça. Je vois... Ne bégaye pas. Non, c'est drôle que tu dis ça, parce que toi, tu voyais la gentrification, et mes copains de l'autre côté du périph' me disaient on viendra jamais te voir. Et moi, j'aime ça. J'aime être... Nulle part. Nulle part et partout. Bien. Et j'ai vécu. Je veux dire, j'ai vu l'école de ma fille... Carrefour Playel. Qui un jour est rentré avec le voile, c'est ça? Non. la vitre pétée. Et donc là, effectivement, j'ai décidé de faire un film et un bouquin là-dessus. Donc effectivement, je sais ce que tu dis. C'est-à-dire que je connais l'histoire du flashball dans les années 90. Je connais l'histoire du LBD depuis 2007, suite aux émeutes de Villiers-le-Bel, qui faisaient suite à la mort d'un ou deux gamins. Après, sur cette histoire aujourd'hui, on en parle parce que ce sont des Blancs, c'est, de mon point de vue, trop facile. La grande différence, il y a deux choses. C'est d'une part le nombre astronomique de gens blessés. C'est-à-dire qu'en 6 mois, la police française... Comme dirait Gérard Jugnot, la police française a blessé, mutilé autant de personnes qu'en 20 ans. Quand je disais les Blancs, c'était un raccourci. Non, j'ai bien compris. Effectivement. Et aussi parce que, entre guillemets, eux n'ont pas cet alibi des délinquants. Ce qui justifierait les violences. Ah ben si, justement, si tu écoutes, si tu écoutes le discours d'Emmanuel Macron, de Christophe Castaner, c'est de dire ce sont des factieux, ce sont des séditieux, ce sont des casseurs, etc. Bon. Et l'autre truc qui est très important et qui va peut-être, et qui est en train de changer, y compris dans les quartiers populaires, c'est le fait de la documentation. Le fait que ce soit filmé et photographié. C'est là la grande différence. C'est-à-dire, dans les années 80, 90, même 2000, il n'y a pas les téléphones portables qui permettent de saisir ce qui se passe. Donc là, on voit bien que les choses sont en train de changer, y compris dans les quartiers populaires. Puisque certains drames sont filmés, mais ils ne le sont pas tous. Là, la différence majeure, c'est que dans une manifestation, tu as des centaines de gens qui filment. Donc, à un moment donné, tu as la scène de la violence policière que tu peux documenter. Le problème, c'est que tu as la tendance aux fake news, où une seule et même vidéo peut être coupée à un moment précis et vouloir dire autre chose. C'est ça qui est compliqué. Absolument. Ça veut dire que là, il faut faire un travail de recoupement, de vérification. Et je pense qu'il y a un travail... comment dirais-je, pédagogique par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, balancer une vidéo sur Instagram, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. S'il n'y a pas le contexte, c'est pas suffisant. Mais justement, dans ton bouquin, tu dis que effectivement, c'est ça la grande différence. Quand tu dis que Scott Aaron s'est trompé en disant que la révolution ne sera pas télévisée, elle est, mais pas spécialement sur les écrans télé, mais sur les écrans de portable. C'est ça la différence. Mais comme il disait aussi tout à l'heure, on est noyé d'images et ça crée une indifférence, une accoutumance aux images. Tu dis encore, quoi. Tu vois encore une bavure policière, tu fais encore une aujourd'hui. Encore une scène filmée au portable, encore, tu vois, dans laquelle, comme il dit, on peut donner 3 versions différentes si on veut. J'entends ce que vous dites, les gars, mais si vous 3, vous êtes fatalistes, alors il n'y a plus rien à faire.
Non, c'est pas du fatalisme. Il n'y a plus d'espoir. On s'interroge. Je comprends, monsieur fait son travail de journaliste, mais moi je vous renvoie à votre propre fatalisme. C'est-à-dire que, oui, on peut dire, c'est une vidéo de plus, n'en parlons pas. Non, je ne veux pas dire que c'est de la banalisation, mais on a une telle abondance d'images, j'ai envie de te dire, trop d'images tue l'image. Oui, c'est bien pour ça que... Merci. C'est bien pour ça que j'ai fait un bouquin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, ça suffit pas de documenter par des photos, des vidéos, il y a peut-être autre chose. Alors, certains vont écrire des morceaux, d'autres vont écrire des articles, d'autres vont écrire des livres, d'autres vont réaliser des films. Effectivement, il faut tout un tas d'éléments pour que les choses avancent. Mais moi, je trouve que ça rejoint exactement ce qu'on faisait à la fin des années 80 quand tu faisais Get Busy en fanzine. C'est-à-dire que l'idée de Twitter, de Facebook, d'Instagram, bien que ce soit des réseaux sociaux absolument pourris jusqu'à la moelle, n'empêche qu'ils amènent une alternative. Ils proposent la possibilité d'émettre autre chose. Ça ne veut pas dire que ce qui est juste et se suffit à lui-même, mais au moins il apporte autre chose. Mais toi-même, tu évoques ta découverte d'Internet et ta quasi-addiction à Twitter. Oui, docteur. Non, c'est vrai. Oui, on compare ça à du crack, même. Oui. Ah ben oui, mais on sait très bien que les réseaux sociaux, notamment Facebook, ont été créés avec cette idée qu'il y avait une petite impulsion, qui est une petite décharge. De dopamine, oui. Oui, voilà. Alors tu parlais de ce bouquin, justement, qui est un roman, en fait. Qui est un roman. Pourquoi c'est un roman? Et pourquoi on a ce Étienne Dardel au lieu d'avoir David Dufresne? Alors, pourquoi un roman? Pourquoi pas? Parce que quand tu as commencé ton Allô Place Beauvau, en fait, c'est avant même d'avoir un parti pris ou quoi que ce soit, c'est pratiquement un registre comptable des bavures, des violences policières. Voilà. Oui, c'est presque froid, c'est comptable. C'est pratiquement... C'est froid, c'est clinique, c'est comptable, il n'y a pas de commentaire. Allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement numéro tant. Il s'est passé ça là, à tel endroit, à telle heure. Et voici les photos, voici les certificats médicaux, voici les copies de plainte, etc. Et justement, ce travail, Allô, Place Beauvau, c'est un travail pour tout le monde. Tout le monde peut se l'approprier. Que ce soit l'ONU, que ce soit les journalistes, que ce soit les citoyens, tout le monde peut se l'approprier. Le livre, c'est une vision intime. C'est comment moi je vois ça, personnellement, non pas mon travail en Mais partie. Pourquoi avoir la gimmick du roman et d'un personnage? Alors, Est-ce que tu avais besoin de te protéger légalement sur certains points? Il y a cette question-là, c'est-à-dire que dans le roman, il n'y a pas... mes personnages, en fait, il n'y en a aucun qui existe réellement. Ce sont tous des personnages composites. Les policiers dont je parle, c'est plusieurs policiers que je connais, qui sont mes sources. Le syndicaliste policier dont je parle, c'est pas un syndicaliste précis, c'est plusieurs policiers. Et cette possibilité d'assembler comme ça des choses me permet d'être, je crois, au plus près de la vérité. Les flics dans mon bouquin parlent comme ils parlent réellement, et non pas comme ils parleraient à un journaliste qui ferait un livre de journaliste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un livre manichéen sur la police, puisque on comprend en lisant ton livre que même pour les policiers, c'est compliqué. Bien sûr. Il y a des états d'âme, il y a des contradictions, il y a des intérêts, il y a des guerres interservices, il y a des, il y a la hiérarchie, il y a plein de choses. Il y a ce qu'ils subissent au quotidien. C'est pas pour leur trouver des excuses ou quoi que ce soit, mais ça reste aussi des hommes. Et certains qui vont au charbon sans avoir envie d'y aller, certains qui se prennent aussi des pavés dans la gueule, des choses comme ça. Certains sûrement qui ne cautionnent pas, mais qui sont obligés de fermer leur gueule, entre guillemets, quoi. Donc il y a ce côté quand même assez juste, je trouve, par rapport à ça. Alors, si tu veux, quand j'ai commencé les signalements, en fait, mes vieux contacts policiers se sont réactivés. Et ils avaient un biais, forcément, ils savaient quelle était ma position par rapport à tout ça. Donc, s'ils partageaient leurs sentiments, c'est parce qu'ils se doutaient bien que je serais leur oreille. Et donc, je réutilise, j'injecte tout ça dans le livre, que ce soit ceux qui souffrent, ceux qui sont en désaccord, ou l'inverse, ceux qui sont à fond derrière de mon point de vue, cette folie à laquelle on assiste de policiers en roue libre, qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas entraînés, qui ne... même pas des ordres clairs, en vérité, de contrôler ton bouquin. Non, ils n'ont pas d'ordre. C'est confus, c'est bordélique même. C'est bordélique. Et le bordel
autorise justement les excès, puisqu'il n'y a pas d'ordre écrit, puisqu'il n'y a même pas d'ordre oraux. Par contre, il y a un climat, ce que j'appelle un climat, c'est-à-dire des déclarations martiales. Et prenons les déclarations de Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, quand le 17 novembre ou le 16 novembre plutôt, il déclare « Nous ne sommes pas du même camp, madame ». Je veux dire que là, on a atteint quand même quelque chose. C'est-à-dire que ce haut personnage de l'État, parce que le préfet de police de Paris, c'est un personnage de l'État, qui considère qu'il a le droit de dire qu'une partie de la population ne fait pas partie de son camp, c'est gravissime. C'est gravissime. Et ce sont ce genre de déclarations, il n'y a pas besoin d'ordre après. Et puis là-dessus, il y a ce que je raconte aussi, c'est-à-dire le sentiment d'impunité qui est quasi garanti avec une IGPN, la police des polices, qui, en matière de violence policière, légitime ou illégitime, ne fait pas son travail. Mais ça fait très longtemps déjà, à l'époque des bavures policières en banlieue, que l'IGPN, c'est très contestable. Absolument. Voilà. Je voulais juste, on va conclure ce chapitre sur ce livre. Et quels ennuis concrets tu as eu, toi, avec ce travail-là, de la part de l'État ou des forces de l'ordre? Et pareil. Il faut lire le roman. D'accord. Et autre chose. C'est dedans. Toi, en dehors de l'aspect violence policière, quel regard tu as sur le mouvement des Gilets jaunes de base? J'ai un regard plutôt bienveillant, parce que avant de faire ce bouquin, j'avais fait un autre livre, à la recherche de Jacques Brel à Vesoul. Là-bas, on dit Vesoul. Et en fait, j'avais rencontré des proto-gilets jaunes, c'est-à-dire des gens, à l'époque, les gilets jaunes n'existaient pas, mais dans ce livre, où je raconte la France d'aujourd'hui, il y a tout ce que les gilets jaunes allaient devenir. Notamment parce que en Haute-Saône, qui est le département de Vesoul, c'était à l'époque le département pilote des 80 km/h. Donc, la bagnole, l'importance de la bagnole, le mépris de Paris, le sentiment d'injustice sociale, d'injustice fiscale. Territoriale. Tout ça était dans ce bouquin sur Brel, à la recherche de Brel à Vesoul, à cause de sa chanson. Donc, quand les Gilets jaunes sont arrivés, j'ai compris ça, parce que ça me rappelait des choses, ça me rappelait ce que j'avais senti. Ensuite, je trouve que le demande de plus de démocratie m'intéresse toujours. Moi, toute ma vie, elle est là-dedans. Les NTM, on en parlait tout à l'heure, c'était ça. C'était on veut notre place, les gars. Cette société, c'est aussi nous. Le monde de demain nous appartient, comme tu disais. C'est la même chose. C'est cette idée de dire personne ne doit être laissé sur le bas-côté. Voilà. Alors là, je propose qu'on écoute ton troisième choix. Alors ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est surtout pour toi. J'expliquerai pourquoi après. Annonce-le, tiens. Donc c'est Run DMC. Voilà. Avec Aerosmith. Ça me fait plaisir. Alors on va passer carrément à autre chose, mais qui fait partie aussi de ton œuvre et qui est une forme de militantisme aussi, c'est les documentaires que tu as faits. Ouais. Notamment 3 documentaires. On va essayer d'aller vite, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Donc tu as Prison de Valley, qui est vraiment très inquiétant, comme docu. Le business des prisons aux États-Unis. Le business des prisons, parce que c'est un véritable business. Voilà, parce qu'aux États-Unis, il y a assez peu de démocraties qui ont ça. Il y a un business privé des prisons. Et la marchandise, en fait, ce sont les détenus. Tu sais qu'on a évoqué l'idée d'y arriver aussi ici. C'est pour ça qu'on avait fait ça. C'est parce que Nicolas Sarkozy, à l'époque, en 2008, avait imaginé qu'il allait privatiser les prisons. Et donc, c'est une ville, dans le Colorado, où il y a 13 prisons. Et c'est absolument renversant. Mais c'est l'industrie hôtelière aussi qui se développe autour. Voilà, pratiquement toutes les familles ont quelqu'un qui travaille dans l'industrie pénitentiaire. C'est ça. Tout le monde vit de ou dans ou par la prison. Avec ce truc cynique de quelqu'un qui dit à un moment, je ne sais plus si c'est le maire ou quelque chose comme ça, qui dit de toute façon, quel que soit le climat économique, on libérera jamais des gens pour autant. Donc voilà. En gros, nous, il y aura toujours du boulot dans la prison. Il y aura toujours du business. Et en fait, c'est le capitalisme poussé à son paroxysme, puisque à la fin du documentaire, on voit des prisonniers fabriquer des cellules pour d'autres prisonniers. C'est-à-dire une espèce de
Et il y a une anecdote aussi, militant, dont j'avais déjà entendu parler, où il y avait une histoire de juge qui avait reçu des pots de vin énormes pour mettre le plus de mecs en prison pour pouvoir faire tourner ce business. Absolument. Ouais, un personnage extraordinaire. Alors c'est un peu, pour ceux qui peuvent le voir, alors, il est sur Dailymotion. On voit aussi le climat de ce que c'est cette Amérique profonde, un peu délaissée et tout ça. Et c'est vraiment un pays flippant quand même, quoi, les USA. Alors parce qu'en plus, là, on tombe en plein dans la récession de 2008. Les subprimes. Les subprimes, etc. Donc effectivement, c'est épouvantable. Puis il y a aussi, ça montre aussi les dommages que ça peut faire dans le quotidien des gens tous les jours. Tous les gens qui travaillent, qui sont gardiens de prison et qui ne peuvent plus aller faire leurs courses normalement sans être comme ça à l'affût de savoir s'il y a du danger, s'ils vont être obligés de se défendre. Oui, ça rend tout le monde fou, en fait. C'est une ville totalement paranoïaque et fascinante en même temps. Totalement paranoïaque, alors que dans la manière dont sont faites les prisons, c'est-à-dire que des murs de 6 mètres de haut, les détenus ne voient jamais, ils ne peuvent jamais sortir quasiment, et ils ont quand même cette peur. Alors, il faut dire que tu as 13 prisons, c'est une toute petite ville. L'équivalent, ça doit être Châtellerault, quoi. Voilà, donc je vous donne une ville, voilà. 13 prisons, avec dedans, parmi les prisonniers les plus dangereux de l'Amérique. Donc, fatalement, alors que personne ne peut s'évader de ces prisons, c'est le désert, hein. Enfin, c'est le début du désert. Et puis à ce côté, avec les murs ce que tu expliques dans le documentaire, les murs de 6 mètres de haut font qu'ils ne voient jamais l'horizon, et en fin de compte, ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont. Ah ouais. Voilà, tu avais un autre documentaire qui s'appelle Fort McMoney. Oui. Fort McMoney qui fait très très peur, qui est sur l'exploitation des sables bitumeux. En gros, pour résumer, c'est du pétrole qui est sous des couches de terre, etc., qui est très très dur à extraire. Et il y a la plus grande réserve du monde qui se situe au Canada, dans l'État d'Alberta. Ouais. Et on a donné le hockey pour cette exploitation. Donc tous les gros pétroliers sont allés dessus. Et c'est vraiment... alors évidemment, il y a les villes champignons qui poussent parce qu'il y a toute une économie qui se développe autour de ça. Mais c'est quand même l'apocalypse à ciel ouvert, quoi, quand on voit comment c'est fait, dynamité, tout ça, les pollutions. Il y a un truc très intéressant, ça m'a fait penser aux Simpsons, quand tu interviewes un pêcheur qui est pêcheur depuis 53 ans, qui a des poissons congelés, qui montre comment doit être le poisson, et comment le poisson commence à évoluer avec une grosse bosse sur la tête, et ça m'a fait penser aux poissons à 3 yeux dans la centrale nucléaire des Simpsons. Oui, mais tu as des poissons qui naissent là-bas sans nageoire. Donc ça sert à rien pour voler. Donc, si tu veux, le Fort McMoney, en fait, c'est d'une certaine manière la suite de Prison Valley, c'est-à-dire c'est à nouveau une ville mono-industrielle et qui est là aussi un rêve du capitalisme, où il faut voir que en fait, c'est une ville qui est totalement privatisée. La salle de gymnastique, c'est Total. Les pistes d'aéroport, c'est Total. Et ainsi de suite. Enfin, voilà, partout où tu vas, tout est privatisé, quoi. Mais il y a des trucs, il y a un passage très très flippant où ils sont en train de chanter, ils reprennent Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, et ils chantent en même temps avec Dieu, machin de ça. Enfin, ça fait quand même un peu secte, quand même, toute cette ville. Tous ceux qui sont vraiment... Oui, on n'est pas loin de la secte. C'est ça, hein, on n'est pas loin de la secte. Avec le dieu dollar, ouais. Et le troisième docu, c'est que le plus récent que tu as fait, c'est Pigalle. Pigalle. Qui est un peu à la recherche du Pigalle perdu. Enfin, de ton Pigalle quand tu arrives à Paris, parce que tu es un petit provincial, un petit gilet jaune monté à Paris. Et donc, qui se base surtout sur ton expérience du punk avec la boîte mythique de le New Moon. Ouais. Voilà, et qui regrette un peu cette gentrification et cette perte de l'âme de Pigalle. Oui, avec des personnages absolument dingues, des portiers, des policiers de la mondaine, des anciennes prostituées, des rockers, comme tu les appellerais, et une vision très humaniste du Je suis content que tout cela soit fini. Donc voilà. Je ne sais pas combien il nous reste de temps, mais on a pas mal de choses à vous présenter. Alors allez-y, monsieur Pivot, je vous écoute. Pour ceux qui ont gardé des sous de Noël, voilà quoi acheter. En tout cas, moi, on est très content d'avoir vu, parce que quand même, le fil conducteur de tout ça, c'est que tu es vraiment hétéroclite, c'est-à-dire que tu as fait plein de choses très différentes les unes des autres. Tu n'es pas quelqu'un de monolithique, même s'il y a quand même une ligne conductrice à chaque fois dans tout ça. Ce qu'on peut appeler un peu l'intégrité, quoi. Voilà. Merci. Vous en êtes un autre. Merci. Alors vite fait, on a plein de bouquins à vous présenter parce que c'est Noël, donc vous allez avoir de l'argent, donc achetez des choses bien. Donc, Rakim. Alors c'est pas tout à fait une autobiographie, c'est aussi alors Rakim, le mec qui a changé la face du rap, qui a changé dans le rap, il y a eu le rap américain, il y a eu avant et après Rakim. Certains considèrent toujours que c'est le plus grand MC de l'histoire, même si maintenant, avec les générations différentes, ça se conteste. Mais voilà, donc c'est un livre qui explique un peu aussi sa technique d'écriture, parce que
Rakim est quelqu'un d'assez secret, donc il ne va pas raconter trop sa vie personnelle. Mais c'est un peu les processus d'écriture. Par exemple, Rakim n'a jamais trop écrit sur du rap, mais toujours sur du jazz. Parce qu'il se basait toujours sur la rythmique de John Coltrane, qui était sa référence, parce que Rakim issu d'une famille de musiciens. Donc voilà, donc Rakim. Un livre de Souhaite de technique, qui est l'un des titres aussi les plus connus de R.B. Rakim. Tiens, je te laisse. Alors après, beaucoup de bouquins sur... Tu me le donnes? Non, tu me le donnes pas. Non, je te le prête. Beaucoup de bouquins sur Prince. Alors ça, c'est son autobiographie jamais terminée, parce que avant de décéder, malheureusement, Prince avait entamé une biographie avec un biographe qui n'a jamais été finie. Et quelque part, tant mieux, parce qu'on n'apprend pas vraiment... c'est pas vraiment un truc sur la vie de Prince, mais il y a énormément de photos personnelles de ses parents, de lui jeune, de sa maison, de choses comme ça, et des annotations de lui. Alors, ça reste des bribes, c'est une espèce de rébus, on n'aura jamais l'équation totale de Prince, et quelque part, tant mieux, parce que Prince était quand même assez mystérieux, et c'est ça qui faisait tout. Donc, on ne sait pas tout, et tant mieux. Voilà, mais il y a des choses très intéressantes. Et il y a par exemple le biographe qui annonce que lors de sa dernière tournée, où il jouait juste au piano, qui lui annonce la mort de Denise Matthews à Vanity, son grand amour, dont il produisait avant, et le mec est vraiment secoué et improvise 3 morceaux, change son set exprès pour elle et en sort vraiment secoué. Des petites anecdotes comme ça sur son père, sur plein de choses qui sont quand même très intéressantes. Alors ça, c'est Picturing Prince. Alors en français, ça c'est l'édition américaine, mais ça s'appelle Dans l'intimité de Prince. Alors c'est beaucoup des photos, mais d'une période qui m'intéresse moins. Mais pareil, là aussi, beaucoup d'anecdotes. Alors on apprend que par exemple Prince se foutait beaucoup de la gueule de U2, de Elvis Costello, tout ça, qui pensaient que c'était pas des grands musiciens. Enfin voilà. Alors, pour toi, et vraiment, alors là, le truc le plus important pour moi, c'est le coffret réédition de 1999. Avec des inédits, parce qu'on sait que Prince a des centaines, enfin des dizaines, des centaines, des milliers de morceaux jamais sortis. Ça restera toujours mon album préféré de Prince, parce que pour moi, c'est son dernier album funk, vraiment. Si le funk, c'est une musique qui est un peu datée, qui a une date de naissance et de mort, entre guillemets, mais si le funk avait perduré, même cet album qui est sorti en 82 représenterait ce que le funk du futur était déjà en 82. Donc c'est vraiment l'avènement du son de Minneapolis qu'il a imposé. Parce qu'à la même époque, il part en tournée avec Prince, et avec Vanity et The Time, les 2 groupes qu'il produit. Et donc là, c'est la réédition. Alors il y a 5 vinyles avec des inédits, plein de choses Pour comme ultra ça. fan. Exactement. Non, mais c'est vraiment un album crucial. Et surtout, c'est bien parce que c'est avant Purple Rain qui prend déjà un virage un peu plus rock. Donc c'est pour ça que je dis que c'est son dernier album funk, même si... il y a beaucoup d'expérimentation, c'est un peu hybride aussi. Et à l'époque, déjà, Prince est une star, mais c'est pas une méga star. C'est pas le rival de Michael Jackson encore. Donc il a un côté underground, on sait pas grand-chose sur lui, on sait pas qu'il mesure qu'1 m 55, on sait pas que son papa a tapé sa maman, tous les trucs comme ça qu'on n'a pas envie de savoir sur une rockstar, en vérité. Donc il y a ce côté mystérieux, parce que pour moi, à l'époque, c'est les clips qu'on voyait dans Sex Machine avec Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet. Il y avait ce côté mystérieux de Prince qui a fait qu'on est tombé amoureux de Prince, enfin pour certains. Donc ça, c'est l'édition vinyle, et puis ça, c'est l'édition CD. Alors c'est pareil, dans l'édition CD, il y a tous les inédits qui ne sont pas sur l'album original de 1999. Voilà. On va continuer avec un peu de lecture. Avec le dernier livre de Sylvain Berthaud, qui a déjà pas mal écrit sur le rap. Il avait écrit un bouquin sur 100 albums rap de référence, et puis il avait écrit un très très bon bouquin sur le rap indépendant, où là, celui-là est vraiment à conseiller. Cette fois-ci, avec Ladies First, il s'attaque aux filles dans le rap. Alors voilà, il y a une explication de comment les premières filles sont apparues, savoir qu'elles ont eu énormément de place dans le business, puisque Sylvia Robinson, qui avait produit Rapper's Delight, était quand même une femme. Et puis l'évolution de la femme dans le rap, avec les pionnières comme Yo-Yo, Queen Latifah, MC Lyte, et après vraiment celles qui ont eu du succès, les Missy Elliott, Lauryn Hill, Yves, Foxy Brown, etc. Et puis ça va jusqu'à des rappeuses plus actuelles comme Lizzo, qui n'est pas forcément qu'une rappeuse, ou Rico Nasty. Et puis évidemment, on a droit quand même à des grosses tueuses comme Radiga, que je pense qu'aucun MC mâle ne s'aventurerait à affronter. Voilà, Ladies First de Sylvain Berthaud. Alors je vais te couper la parole, parce que sinon on va me traiter d'aigri et d'ingrat. Il y a un autre livre d'NTM, pas celui la bio de Cachin, un autre qui est plus un livre de photos et de témoignages, qui s'appelle That's My People. Alors en gros, le livre de Cachin, c'est un peu la bio d'NTM par Cool Chain et Cachin. Là, c'est plutôt un livre où c'est Joey qui s'est investi.
Alors, il y a beaucoup de photos, des témoignages de proches, de gens qui ne sont plus proches, comme moi, par exemple. Donc, pour la petite histoire, je ne voulais pas être dedans. Et plein d'autres gens qui ont fait partie de l'histoire d'Anthem ne voulaient pas être dedans pour diverses histoires. Et après, je me suis dit, bon, on a fait partie de cette histoire et on ne va pas faire de l'autorévisionnisme et s'éjecter dedans. Donc, j'ai convaincu Réac, Chino, des gens qui étaient là à la première heure, de témoigner dedans. Donc, et c'est un peu la grandeur de Joey, c'est d'avoir accepté que nous, on y soit, même si on n'est plus spécialement au bon terme. Et donc voilà, c'est un autre regard sur un thème un peu différent. On va parler de totalement autre chose avec du foot, voilà, parce qu'on a certainement des fans de foot parmi nous. Ça s'appelle l'Odyssée du 10, voilà ce numéro mythique porté par Zidane, par Maradona, par Zico, par Messi actuellement, par Platini et par Free Walker, le Messi du Mekong. Voilà, c'est un bouquin sur le numéro 10, ce joueur qui a la faculté de faire une passe incroyable ou de faire basculer un match. Qui est-il? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment on repère les numéros 10? Comment pense le numéro 10? Comment joue le numéro 10? Voilà, c'est tout ça, l'Odyssée du 10. Et David Dufresne est aussi un fan de foot. Et David Dufresne est un fan de foot. Et les Cahiers du football, c'est un blog extraordinaire qui font en ce moment du sociofinancement. Si vous aimez le foot, il faut les aider. Et on va terminer avec Nayoto, avec un album qui s'appelle Dot A. Alors ça vient du Japon et ça nous est fait par un label nantais qui s'appelle 180 grammes. 180 grammes, c'est la qualité du vinyle. Ils n'ont pas beaucoup de sorties, c'est leur deuxième sortie, mais ils se spécialisent comme ça dans vraiment des trucs très très bons, des grosses perles japonaises qui font un petit peu sortir de l'île et qu'ils amènent en France. C'est un mélange d'afrobeat. Alors afrobeat japonais, ça peut faire rigoler, mais quand les Japonais font quelque chose, c'est toujours très très sérieux. Voilà, c'est un mélange d'afrobeat, de jazz spirituel, de funk, de soul. Ça fait pas rire, et c'est très très bon, quoi. Vraiment, ça s'appelle donc Nayoto.A. La précédente sortie, c'était Ajat, groupe d'afrobeat aussi, avec la particularité d'un gars qui avait fait tous des instruments lui-même pour faire sonner comme il voulait. Voilà, ça sort sur 180 grammes, un label nantais, fortement conseillé. Et ben voilà. Bon, on était très contents de recevoir David Dufresne, même si on aurait pu parler de plein d'autres choses bien plus longtemps encore. Et on va se quitter alors avec 1999 de Prince. Alors, pour la petite histoire, ils avaient regardé, lui et ses musiciens, un documentaire sur Nostradamus qui annonçait la fin du monde. Et lui, il s'est dit quand même, la fin du monde, ça ne peut pas être ça, on peut en faire quelque chose de plus joyeux. Et c'est de ça que traite ce morceau 1999. Voilà, c'était Get Busy, saison 2, épisode 4, avec Free Worker. Salut. Avec Cher. Lui-même. Avec David Dufresne. Merci infiniment. Une émission présentée à 3, préparée à 5, avec l'aide de l'agent multiple Eros, l'agent all inclusive David. On remercie évidemment Safe Fresh News, l'agent infiltré derrière les lignes ennemies. Et moi, je remercie DJ LBR pour le coffret de Prince. On passe également le bonjour à Calzone, l'agent VHS, et puis évidemment le bonjour à Samir et à Patrick. Et comme c'est la dernière de l'année, on remercie toutes les équipes de Click, tous les gens à Click. C'est la première de 2020, Cher. Voilà, exactement, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Voilà. et qui nous permettent à chaque fois de faire cette émission dans les meilleures conditions possibles. De défaite en défaite jusqu'à la victoire, c'était Get Busy. On se retrouve le mois prochain. So if I gotta